Merci à vous tous d'être ici et un merci tout particulier pour votre patience. Veuillez nous excuser pour ce début tardif. Je suis sûre que certains, voire beaucoup d'entre vous, ont suivi les événements de la journée. Comme vous pouvez le constater, la journée a été très chargée avec une série de réunions, ce qui, malheureusement, a rendu un peu difficile le respect du planning ambitieux que nous nous étions fixés pour avoir cet échange. Cependant, encore une fois, je vous remercie tous de votre patience et d'avoir été aussi compréhensifs. Je pense que tout cela était vraiment nécessaire et que toutes les réunions que nous avons eues aujourd'hui ont été très utiles et fructueuses. Comme je l'ai dit, nous avons commencé la journée par la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, une réunion à laquelle ont assisté, en plus des États-Unis bien sûr, notre hôte. Également par des représentants du Qatar, du Togo et de l'Union africaine, ce qui montre que les efforts pour la paix en RDC et dans la région élargie des Grands Lacs ne concernent pas seulement quelques-uns, mais de nombreux acteurs qui ont investi des efforts soutenus au cours des derniers mois, et certains même depuis plusieurs années, pour nous aider à traverser ces eaux troubles. Après cette signature, nous avons eu une brève réunion bilatérale au niveau du sous-secrétaire au département d'État, suivie ensuite de la rencontre avec son Excellence le président Donald J. Trump à la Maison-Blanche, qui a également été, encore une fois, l'occasion pour nous de transmettre notre gratitude et nos remerciements pour le leadership exceptionnel et la détermination qui ont caractérisé l'investissement et l'engagement des États-Unis dans cette cause. Je pense qu'il était vraiment impressionnant de voir qu'en quelques semaines à peine, nous avons accompli des progrès aussi spectaculaires sur une question qui, comme vous le savez tous, a tourmenté la région pendant des décennies. Bien sûr, comme je l'ai dit, le travail commence maintenant. Nous avons signé un accord, nous nous sommes engagés à atteindre des objectifs ambitieux, à des buts élevés. Mais la véritable épreuve sera, bien sûr, lorsque les choses sérieuses commenceront et que nous devrons mettre en œuvre cet accord et veiller à respecter nos engagements respectifs. Donc, je pense que c'est la prochaine étape vers laquelle nous nous tournons. Et, bien sûr, comme je l'ai dit, la RDC, le pays qui a le plus souffert. Le pays dont les citoyens ont le plus souffert est plus que jamais déterminé à tenir sa part de cet accord. Cela étant dit, j'ai hâte d'entendre vos questions et d'avoir une conversation fructueuse avec vous. Merci. Merci beaucoup, Votre Excellence. Nous pouvons commencer avec les questions. Veuillez lever la main, indiquer votre média, puis je vous passerai le micro. Bonjour, Madame la Première ministre, ravi de vous revoir. Ce n'est pas une question, juste un mot pour vous remercier pour ce que vous avez fait. Je me souviens, il y a quelques mois, quand je vous ai vu, vous étiez tellement fatigué et épuisé après avoir volé de New York à Washington DC pour conclure cet accord de paix. Alors merci, nous vous soutenons. Le président Trump vous soutient. Et je veux juste dire, vous savez, du peuple américain à la RDC, nous sommes à vos côtés. Merci. Merci beaucoup. Break time égale 0.5s. Prochaine question. Merci beaucoup, Son Excellence. Je m'appelle Franklin Ketinda. Je représente RGTV, un réseau congolais-américain basé à Dallas-Fort Worth. Merci pour cette journée historique et nous sommes simplement reconnaissants pour tout ce que vous avez accompli en tant que ministre des Affaires étrangères. La question que j'ai est celle que se posent la plupart des jeunes ici en Amérique dans la diaspora, tout comme à Goma, à Kinshasa et ailleurs.
Ils veulent savoir quand et comment nous allons mettre en œuvre cet accord et tout ce qui a été décidé aujourd'hui, car la plupart des gens ne savent pas ce qu'il contient. Et quand ils le savent, la plupart d'entre eux veulent savoir quand des troupes choisies au hasard doivent être renvoyées là où elles doivent être. Merci. Merci. Question suivante. Elle va en prendre quelques-unes et ensuite répondre à tout en même temps. Merci, Excellence. Beaucoup de gens se demandaient simplement si le gouvernement congolais avait cherché à comprendre exactement ce que dit l'accord. Parce que beaucoup de gens disent que ça ressemble à quelque chose, une sorte de à l'intérieur. Merci. Encore une question. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Benjamin Alvarez de Deutsche Welle. Pouvez-vous nous dire quel rôle a joué le Qatar dans ces négociations de paix? Nous connaissons le rôle que les États-Unis jouent, mais peut-être pourriez-vous nous éclairer sur le rôle qu'ils ont joué dans tout cela. Merci beaucoup. Très bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour ces questions et je vais commencer par la première, qui est tout à fait légitime. Il y a bien sûr beaucoup de curiosité, beaucoup d'attentes, surtout de la part de nos compatriotes qui vivent encore sous occupation en ce moment. Alors, tout d'abord, quand l'accord sera-t-il mis en œuvre? L'accord entre en vigueur dès sa signature. Je pense donc qu'il est très important de dire que le travail commence maintenant, il a vraiment commencé dès à présent. Nous ne parlons donc pas d'un accord qui doit être mis en œuvre ou entrer en vigueur à une date indéterminée. Les obligations commencent au moment où les signatures ont été apposées sur le document. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Et je sais qu'il y a des attentes très précises de la part des gens. L'accord est vaste et couvre de nombreux sujets, mais je sais que beaucoup d'attention et d'intérêt se portent sur la présence de forces armées étrangères en RDC, y compris, ou pour la plupart, je pense qu'il est important ici de revenir à ce que dit réellement l'accord. L'accord fait référence au CONOP, le concept d'opération, un document qui a été adopté dans le cadre du processus de Kigali, qui comporte 2 grands piliers et 2 principales obligations, si vous voulez, pour la RDC et pour le Rwanda. Des obligations qui reposent en fait sur la reconnaissance mutuelle des préoccupations sécuritaires que chaque pays a. Notre préoccupation sécuritaire, bien sûr, c'est le respect de notre intégrité territoriale et le respect de notre souveraineté. Et cela se traduit par notre attente de voir les troupes rwandaises retourner au Rwanda et quitter la RDC. La préoccupation sécuritaire du Rwanda, dans le contexte du CONOP, était la question, ou reste la question, des FDLR et de leur neutralisation. Donc, l'accord est très clair à ce sujet. En ce qui concerne la question des troupes rwandaises et concernant leur présence en RDC, nous parlons d'un désengagement, comme le Rwanda l'appelle, la levée de ces mesures défensives qui doit être mise en œuvre dans le cadre du CONOP. Le CONOP prévoit, dans une approche séquentielle, le retrait des troupes ainsi que des opérations et des efforts en vue de la neutralisation des FDLR. Donc encore une fois, comme je l'ai dit,
l'accord ou l'entente entre en vigueur dès sa signature. Et il y a des mécanismes mis en place et prévus par cet accord précisément pour s'assurer que les actes suivent les paroles qui ont été prononcées. Ainsi, différents mécanismes seront rapidement mis en place pour s'assurer que le Rwanda et la RDC, mais aussi les pays accompagnateurs et les facilitateurs, soient tous impliqués afin que chacun soit tenu responsable de la mise en œuvre de ce CONOP et plus concrètement du retrait des troupes ainsi que de la neutralisation des FDLR. La deuxième question concerne la compréhension exacte de ce que dit l'accord. Donc, il y a une bonne nouvelle et cela était bien sûr attendu. L'accord a été publié sur le site du département d'État. Je pense que dans les prochains jours, tout le monde va révéler son propre style d'analyse des accords de paix et nous aurons toutes sortes d'interprétations de l'accord. Mais je pense que c'est un aspect clé pour s'assurer que, même si les processus de paix exigent parfois un certain niveau de discrétion et n'offrent pas la transparence que certains attendent, il est bien sûr important, lorsqu'ils aboutissent, de veiller à ce qu'il y ait de la clarté sur les engagements pris par les parties. Et c'est aussi un aspect essentiel pour que chacun puisse rendre des comptes. On ne peut pas demander des comptes si ce à quoi on s'est engagé reste secret. Donc, bien sûr, je pense qu'il y a, tout d'abord, l'opportunité de lire exactement ce que dit cet accord et les différents aspects qu'il couvre. Mais oui, pour donner un aperçu général, c'est un accord qui aborde des questions clés et des préoccupations majeures qui ont émergé. La question de la sécurité et du désengagement des forces, ainsi que la neutralisation des FDLR, est un point que j'ai mentionné. Il s'agit aussi de s'assurer que les engagements sont assurés, car des mécanismes ont été mis en place. C'est aussi un aspect clé, mais vous savez, la question du processus de Doha et la question du M23 sont également abordées dans l'accord, ainsi que des questions liées à l'aspect de l'intégration régionale, qui sont, je dirais, introduites de manière très préliminaire dans l'accord. Donc, il y a beaucoup à lire et je pense que dans les prochains jours, vous savez, tout cela reste encore très récent pour tout le monde. Dans les prochains jours, nous allons certainement nous orienter vers une analyse ou une explication plus approfondie des accords. Mais je vous invite tous, bien sûr, à consulter le site du département d'État, bien entendu, par la suite, les différents canaux du gouvernement de la RDC afin de pouvoir vous faire votre propre lecture des accords et nous reviendrons, bien sûr, avec plus de clarté sur certains aspects. Maintenant, concernant la question de Deutsche Welle sur le rôle joué par le Qatar, je pense que c'est un point que j'ai également mentionné dans mes remarques ce matin, cet après-midi lors de la signature. Le Qatar a joué un rôle déterminant lorsque nous étions dans une impasse. Nous étions arrivés à un point où nous avions eu une série de réunions, parfois difficiles, mais néanmoins fructueuses dans le cadre du processus de Luanda. Nous étions arrivés à un point où nous étions très proches de la signature d'un accord, puis il y a eu une rupture des discussions, suivie d'une détérioration dramatique, mais vraiment dramatique et rapide de la situation sécuritaire et surtout de la situation humanitaire, en particulier dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Donc, en très peu de temps, la situation a complètement changé et cela a en fait mené, si vous voulez, à une impasse et à une incapacité, malheureusement, de nombreux acteurs qui avaient tenté de rapprocher les deux dirigeants à réellement, vous savez, déclencher ou raviver le dialogue. C'est là que le Qatar a joué un rôle très important en veillant à ce qu'une plateforme propice à un nouvel engagement au plus haut niveau soit créée. Ils ont utilisé leur accès et leurs canaux auprès des deux chefs d'État pour que cela se produise, ce qui a constitué un tournant significatif dans la situation. Au-delà de cela,
le Qatar s'est montré très engagé et a joué un rôle clé dans les discussions entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23, car nous sommes conscients du fait que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC est très complexe. C'est une situation qui s'étend au-delà de la frontière de notre pays et qui est liée à nos relations bilatérales avec le Rwanda. C'est une question que nous espérons désormais avoir réglée grâce à l'accord. Mais il y a aussi d'autres dynamiques, comme la présence et l'activisme du M23, qui devaient également être abordés. Et c'est là que le Qatar est resté engagé dans ses efforts pour contribuer à une solution durable à la crise, en créant et en fournissant un format et un cadre permettant à ces discussions d'avoir lieu. Ce processus est toujours en cours, mais nous sommes également très confiants que la signature d'aujourd'hui nous donne l'élan et l'attraction nécessaires pour nous assurer d'atteindre la ligne d'arrivée dans cet autre processus. Merci. Merci beaucoup. Question suivante. Pouvez-vous m'entendre? Merci, Votre Excellence, pour le travail que vous faites au nom de notre pays. Je m'appelle Claude Cavana, ancien président de la communauté congolaise de Washington. Voici ma question. Que se passera-t-il si leur noyau est brisé par le Rwanda? À quel type de complications seront-ils confrontés? Merci. Merci. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda et la RDC, d'accord, ce n'est pas la première fois que le Rwanda et la RDC vont ensemble signer un accord pour un mécanisme conjoint de vérification. Nous savons que par le passé, le Rwanda a envoyé des militaires pour des opérations, mais cela n'a pas mis fin au conflit. Et maintenant, qu'est-ce qui sera différent? Quelle garantie? Qu'est-ce qui garantit que la fin sera vraiment la fin? Ça, c'est une chose. Et aussi, je sais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas parlé de la partie économique de l'accord, mais pouvez-vous nous dire quelle sera la part du Rwanda dans cet aspect économique? Que se passera-t-il exactement si cet accord crucial est violé par le Rwanda? Et la deuxième question, qui va dans le même sens et est tout aussi pertinente, c'est que ce n'est absolument pas la première fois que le Rwanda et la République démocratique du Congo signent un accord et s'engagent aussi à contribuer activement à des mécanismes de paix et de sécurité. Encore une fois, qu'est-ce qui est fondamentalement différent cette fois-ci, qui pourrait garantir une meilleure application? Donc, je vais simplement fusionner ces deux questions importantes et y répondre ensemble de manière exhaustive. Je pense que nous avons eu une réunion très fructueuse à la Maison-Blanche aujourd'hui et je crois qu'il était à nouveau très clair, à travers l'engagement démontré par les États-Unis d'Amérique tout au long de ce processus, qu'une des grandes différences avec cet accord, c'est que nous avons un facilitateur, une partie qui porte cet accord, qui est aussi déterminée à le voir se concrétiser et à nous demander des comptes. Donc, bien sûr, la question se pose, et il est tout à fait légitime du point de vue congolais de demander ce qui se passera si l'accord est violé par le Rwanda. Mais encore une fois, c'est un accord contraignant pour toutes les parties prenantes, y compris pour la RDC. Nous serons donc tous tenus aux mêmes standards. Et je pense que c'est très important, et c'était aussi l'un de mes messages clés au président Donald J. Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche. Tout d'abord, merci et félicitations d'avoir rendu cela possible. Mais ensuite, s'il vous plaît, restez engagés, car c'est précisément cette dynamique politique qui est nécessaire pour que nous soyons tous tenus responsables. C'est peut-être la ligne des différences que nous avons. Dans cet accord,
Il y a un pays qui a décidé de mettre tout le poids de son appareil diplomatique pour s'assurer que l'accord produise des résultats concrets. L'autre aspect concerne également le fait que, dans les différents mécanismes prévus pour être mis en place, il ne s'agit pas de mécanismes qui concerneront uniquement la RDC et le Rwanda, mais qui intègrent en réalité la participation d'autres parties prenantes, y compris les États-Unis d'Amérique ainsi que l'Union africaine. Ce qui, encore une fois, élève le niveau de responsabilité à un autre degré et met de nouveau la pression sur toutes les parties prenantes pour qu'elles respectent leurs engagements. Il y a ensuite une question concernant les accords économiques, et justement, nous n'avons pas parlé d'accords économiques aujourd'hui parce que l'accord de paix ne prévoit pas ou ne contient pas de dispositions économiques ou minières. Et je pense qu'il est très important ici de comprendre que nous avons été très transparents sur cette question, sur la manière de séquencer nos efforts et nos engagements. Nous ne pouvons pas espérer une paix durable, ni des perspectives économiques prometteuses, si les questions clés de l'intégrité territoriale, de la protection des civils, de l'accès humanitaire et du retour de l'autorité légitime de l'État ne sont pas traitées. Ce n'est pas un environnement viable pour quelque investissement économique que ce soit, ni pour aucun accord économique. Il est donc important de comprendre également qu'il y a ici un enchaînement très clair et délibéré. Nous nous concentrons d'abord sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Nous nous concentrons d'abord sur la cessation des hostilités. Nous nous concentrons d'abord sur le fait de nous assurer que nous reprenons le contrôle total de notre territoire souverain. Et ensuite, bien sûr, comme partout ailleurs dans le monde, les affaires peuvent avoir lieu. Des contrats ou accords économiques peuvent être signés. Mais avant tout, il faut s'assurer que ces aspects sont pris en compte et se concrétisent. Et je pense qu'il est très important ici de souligner que l'intégration économique régionale a toujours été un moteur dans l'approche régionale du président Félix Antoine Tshisekedi en matière de paix et de stabilité dans la région des Grands Lacs, pas seulement avec le Rwanda mais avec tous nos voisins. Sa première priorité, lorsqu'il a été élu en 2018 et qu'il a pris ses fonctions en 2019, était de s'assurer que nous construisions des relations solides avec tous nos pays voisins, notamment à travers l'intégration économique, à travers l'intégration stratégique. Nous sommes donc très heureux de constater qu'à travers la paix, nous pouvons aussi commencer à aborder progressivement ces questions. Bien sûr, nous devons être conscients des réalités sur le terrain. Nous devons en être conscients. Nous devons être conscients des sensibilités sur le terrain et certaines choses prendront plus de temps car il faut rétablir un minimum de confiance avant de passer aux affaires. Ainsi, nous verrons que ces efforts vers l'intégration économique régionale commenceront aussi à prendre forme parallèlement au suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix lui-même et je crois que nous l'avons déjà vu ailleurs. C'est une recette éprouvée pour surmonter durablement les conflits, intégrer les marchés, rapprocher les populations. Mais bien sûr, cela ne peut se faire sans reconnaître la dimension humaine qui est au cœur de la concrétisation de cette vision. Donc, comme je l'ai dit, nous nous concentrons avant tout sur l'accord de paix qui posera les bases de tout accord économique à venir. Et cela inclut des accords économiques au niveau régional, mais aussi au niveau bilatéral, y compris avec des partenaires tels que les États-Unis d'Amérique. Absolument. Je suis Odion Emmanuel et j'ai l'honneur de servir en tant que représentant en chef du Centre d'échanges économiques et culturels, CEC, pour l'ensemble des opérations et relations aux États-Unis.
Mon rôle principal est de faciliter et de renforcer les liens économiques et culturels entre notre organisation et les diverses entités américaines, en veillant à la promotion de nos objectifs et à la bonne conduite de nos initiatives sur le territoire américain. Cela implique une coordination étroite avec les partenaires locaux, la participation à des événements clés et la mise en œuvre de stratégies visant à optimiser notre présence et notre impact dans la région. En tant que représentant en chef, je suis également responsable de la supervision des activités de développement des partenariats, de la gestion des relations publiques et de la communication stratégique pour assurer une visibilité accrue et une compréhension approfondie de la mission du CEC. Mon travail consiste à identifier les opportunités de collaboration, à négocier des accords et à veiller à ce que les intérêts du CEC soient bien représentés dans toutes les interactions avec les parties prenantes américaines, qu'il s'agisse d'organisations gouvernementales, d'institutions académiques, d'entreprises privées ou d'associations culturelles. L'objectif est de créer un environnement propice à l'échange mutuel et au renforcement des liens bilatéraux en s'appuyant sur une compréhension approfondie des dynamiques économiques et culturelles des deux nations. Je m'efforce de garantir que toutes nos initiatives contribuent positivement à la promotion de la coopération internationale et au rayonnement de nos valeurs communes, en agissant comme un point de contact essentiel et un facilitateur pour toutes les questions relatives aux échanges entre le CEC et les États-Unis. Tout d'abord, nous vous félicitons pour le travail que vous avez accompli au nom de toute la nation.